Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac ce qu'on appelle couramment un bugger back. Un bugger back pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous l'expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Gourou, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors l'année dernière, au mois de juin, j'ai fait une série de vidéos sur le survivalisme et notamment sur mon sac de survie. Alors l'objectif de cette série de 8 vidéos, c'était de vous montrer le contenu de mon sac que j'ai créé sur plusieurs années. Et parfois j'ai changé du matériel, j'ai rajouté dans le matériel, enfin j'ai vraiment étudié mon sac à fond de manière qu'il soit le plus adapté à ma personne. Et naturellement, lorsqu'on fait ce genre de vidéo, eh bien, on a toujours des retours, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai eu des retours positifs sur le fil de discussion. Tout comme j'ai eu également des retours qui sont parfois négatifs. Certains sont tout à fait pertinents et d'autres sont totalement ridicules, mais ça fait partie du lot quotidien de tous ceux qui font une chaîne YouTube. À un moment donné, vous aurez des retours qui sont intelligents et d'autres qui ne sont pas tout à fait basés sur la réalité. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent le survivalisme ou si elles ont créé leur sac, souvent elles se mettent dans la peau d'un super aventurier. Elles ont eu l'occasion peut-être de faire quelques marches avec leur sac, éventuellement de faire quelques nuits dans les bois, c'est ce qu'on appelle du camping sauvage, voilà, et sont persuadées qu'elles sont prêtes à faire face à toutes les situations. Naturellement, ce n'est pas le cas. Je tiens à préciser, je ne suis pas un spécialiste de survivalisme, je ne m'appelle pas Mike Horn, voilà, je n'ai pas eu l'occasion de traverser l'Antarctique ou l'Arctique, je n'ai pas eu l'occasion de gravir l'Everest, ni de traverser la forêt amazonienne, et ce n'est pas mon objectif de vie d'ailleurs. Mais je me suis dit, après tout, en tant que personne lambda, eh bien, si un jour il y avait une catastrophe, une guerre, etc., j'estime que j'aurais quand même peut-être le droit de tenter de survivre dans une situation qui s'avère difficile. Très sincèrement, pour moi, le premier aspect qui me semble peut-être le plus important, c'est que si un jour, par exemple une catastrophe, donc en l'occurrence on va peut-être parler d'une guerre, est-ce que vous serez capable, au dernier moment, de prendre votre sac et de partir? Ça, c'est une question que vous devez vraiment vous poser, parce qu'il y a différentes configurations. Est-ce que vous avez une famille? Si vous avez une famille, est-ce que votre femme sera d'accord de partir avec vous? Est-ce que ça sera la bonne décision vis-à-vis de vos enfants? Voilà, donc c'est une chose sur laquelle vous devez déjà bien vous concentrer. Est-ce que votre famille sera prête à vous suivre? Est-ce qu'elle est plus ou moins préparée psychologiquement à ce genre de situation? Maintenant, si vous êtes seul, naturellement, c'est beaucoup plus facile. Mais ceci dit, malgré tout, il y a des gens qui se sont préparés à l'avance et dans des situations de guerre, ils se retrouvent coincés dans une ville, tout simplement parce que les forces militaires entourent une ville en l'espace de 2-3 heures et ensuite, il est totalement impossible d'évacuer de la ville, à moins de recevoir une balle. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'il va falloir réellement considérer. Ensuite, les amis, deuxièmement, c'est la constitution physique. Est-ce que vous avez une bonne condition physique? Alors peut-être que vous avez une super condition physique, mais ce n'est pas le cas de votre épouse ou bien de vos enfants. Ça, c'est important. Donc, quelle est votre condition physique? Qu'est-ce que vous êtes capable de porter? Alors, j'ai vu pas mal de commentaires qui me disent que mon sac est trop lourd. Oui, peut-être pour vous, et ça dépend de votre objectif. Mon sac, je l'ai créé sur plusieurs années. J'ai essayé différents types de sacs. Il y a des sacs que j'avais achetés, que j'ai revendus parce qu'ils étaient mal adaptés à ma morphologie, jusqu'à que je tombe sur le sac F2 et finalement, de tous les sacs que j'ai essayés, en gros litrage, eh bien, c'est le sac F2 qui est le mieux adapté à ma morphologie parce que j'ai une taille qui est très fine. Voilà.
Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir considérer, c'est que chacun et chacune est différent. Certaines personnes sont capables de porter des charges lourdes, voire très lourdes, et d'autres ne sont pas capables de le faire. Donc naturellement, on ne peut pas se comparer à une autre personne. Ça, c'est impossible, notamment à travers une chaîne YouTube, ça c'est un peu compliqué. Ensuite, les amis, à quelle vitesse vous comptez évacuer? Parce que même si vous avez un sac qui ne pèse qu'entre 8 et 10 kg, si votre objectif est d'évacuer 15 km sur une journée, d'aller très très vite, de courir, eh bien je peux vous assurer que 15 km avec un sac même de 8 kg, si vous allez courir tout le long, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Alors que parallèlement, une personne qui porte un sac entre 20 et 30 kg, qui décide de parcourir seulement 5 km au lieu de 15 km, et de le faire sur une période on va dire de 4-5 heures, eh bien peut-être qu'elle va dépenser beaucoup moins d'énergie, elle aura une dépense énergétique qui sera moins importante qu'une personne qui va courir 15 km avec son sac. Donc ça, c'est une caractéristique qui est très importante et il va falloir y penser. Maintenant, c'est bien, vous avez un sac relativement léger, bien équipé, de 8-10 kg, et vous avez décidé, vous allez courir, vous allez faire très très vite. Est-ce que vos enfants vont pouvoir vous suivre? Est-ce que votre femme va pouvoir vous suivre? Est-ce que c'est également réaliste? Également, les amis, je tenais à vous rappeler que mon sac n'est pas un sac d'évacuation. J'ai créé ce sac pour partir pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a une guerre et vous ne serez plus capable de revenir chez vous, c'est pas possible. Donc peut-être vous allez partir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas comment ça peut se passer, une guerre peut durer très très longtemps. Donc ça, c'est vraiment totalement différent vis-à-vis d'un sac d'évacuation. Un sac d'évacuation, c'est parce qu'il y a eu une très forte tempête avec énormément de dégâts, la rivière est sortie de sa crue, elle a inondé tout le village, on est obligé de partir, ou bien alors il y a un feu de forêt, etc. Ça, on le voit régulièrement à la télé, mais le reste du pays va très bien, donc vous allez pouvoir évacuer, éventuellement avoir un sac d'évacuation, ce sera plus facile au départ, ça va pouvoir vous accompagner, et ensuite les autorités vont prendre en charge votre sécurité. Là, c'est pas le cas, c'est une guerre, il va falloir partir loin et ne jamais revenir chez soi. Donc c'est pas du tout la même conception et la même configuration qu'un sac d'évacuation. Donc si vous avez créé un sac pour partir pour toujours, eh bien, il va falloir considérer que vous allez dormir dans des conditions difficiles. Le froid, c'est quelque chose de terrible. Il va falloir être bien équipé, avoir du matériel qui soit solide et qui soit adapté. Donc ça va faire un certain poids. Vous n'allez pas survivre juste avec un jogging, 2 paires de chaussettes et un bonnet. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas croire que parce que vous aurez un briquet, quelques allumettes, vous allez pouvoir faire un feu et vous tenir au chaud juste avec une petite couverture. Il y a des situations, parfois, c'est très difficile de faire un feu, voire impossible. Dans de très fortes pluies, etc. Mais parfois, il peut faire très très froid. Enfin bref, les conditions environnementales peuvent être extrêmement éprouvantes et vous mettre réellement à l'épreuve. Alors, effectivement, si on part pour 2, 3, 4 jours, on peut arriver à survivre, mais si c'est pour toujours, c'est quand même une autre histoire. Donc il va falloir avoir des événements qui soient très solides, avoir un système de couchage qui soit performant et qui puisse vous permettre de pouvoir survivre dans des conditions difficiles. Ça, il faut y penser. Donc tout ça, ça fait du poids. Voilà. Donc pour un sac à très long terme, pour moi, on n'a pas réellement le choix. Enfin, du moins, ça c'est mon point de vue. Ensuite, les amis, dans une situation de guerre, parfois, ce n'est pas une très bonne idée de faire un feu, parce que un feu en pleine nuit, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de se faire repérer. Donc, il y a des fois, vous n'aurez peut-être, enfin, si ça se produit, vous n'aurez pas le choix que dormir la nuit sans faire de feu. Ce n'est pas du camping. Alors c'est bien beau, je sais, on voit beaucoup de vidéos sur YouTube avec des super spécialistes du survivalisme. Alors les mecs, voilà, ils ont des très belles chaînes, ils présentent du matériel tout comme je l'ai fait. Et puis de temps en temps, ils vont dans les bois, ils vont le week-end, donc ils parlent de samedi, dimanche. Et puis le samedi soir, ils vont dormir dans les bois, construire une petite cabane, voilà, et ça en fait des super survivalistes. Non, c'est pas ça. Ça c'est bien pour s'amuser pendant 5, 6, 7 jours, mais qu'est-ce que ça va donner sur une année, sur 2 années, sur 3 années? Ça, j'ai envie de voir, ça serait peut-être le plus intéressant. Ensuite, les gens, ils amènent plein de nourriture dans leur sac. Alors c'est très bien pour la première semaine, mais une fois que vous aurez épuisé toute votre nourriture, comment vous allez faire? Est-ce que vous êtes capable de survivre plusieurs jours sans manger? Est-ce que votre corps est adapté à ça? Est-ce qu'il est adapté au jeûne? Ça, ce sont vraiment des facteurs très très importants.
Et d'autant plus si vous évacuez, enfin si vous partez avec une famille, est-ce que vos enfants vont pouvoir survivre longtemps sans manger pendant 3-4 jours? Ah oui, et tout ça, il faut y penser. Donc je pense que lorsqu'on a une famille, partir comme ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et même si on part seul, il faut avoir la condition physique, avoir le mental, de pouvoir surmonter ce genre de challenge et être capable pendant 3, 4, 5 jours de ne pas manger et malgré tout de maintenir un certain niveau de condition physique. Ça, c'est la réalité du terrain. À la rigueur, je dirais que peut-être même pour des militaires qui sont entraînés et qui partent parfois pendant 2 semaines sur un terrain, faire des épreuves difficiles, etc. C'est vrai quand on voit ces vidéos sur YouTube, leur entraînement, etc., c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué, mais ils ont à manger. Voilà, on ne va pas les laisser mourir de faim. Après une journée très difficile, ils vont manger le soir. Je ne pense pas qu'il y ait des entraînements où les militaires, on va leur faire 36 000 choses et pendant 10 jours, ils n'ont rien à manger. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en temps de guerre et dans le cas où vous devriez partir seul, ça risque d'être peut-être même plus difficile que les entraînements que subissent ces professionnels militaires. Ça, il faut y penser également. Donc les amis, vos priorités seront de boire, de pouvoir boire de l'eau qui soit propre, qui était bien filtrée, parce qu'on ne peut pas vivre très très longtemps sans eau, donc être bien hydraté, ça sera une de vos premières priorités. Autre priorité, se maintenir au chaud le plus longtemps possible. Troisième priorité, dormir le mieux possible. Donc si vous dormez bien, si vous arrivez à réguler la température de votre corps et à vous hydrater comme il faut, déjà vous allez pouvoir survivre sur une certaine période de temps. Et cela demande naturellement d'avoir un équipement qui soit adapté et d'avoir une condition physique qui soit adaptée. Et puis surtout de pratiquer régulièrement le jeûne. Est-ce que vous pratiquez régulièrement le jeûne? Je pratique le jeûne tous les jours, entre 15 et 20 heures. Et ensuite, j'ai une alimentation qui est quand même pas trop dense, puisque je suis végétalien. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes habitué à manger des gros repas tous les jours, que vous n'avez jamais fait de jeûne de votre vie, que du jour au lendemain, vous vous retrouvez comme ça dans la nature, sans avoir la capacité de vous nourrir durant une certaine période de temps, vous n'allez pas tenir, c'est pas possible. Ensuite, pour pouvoir espérer de survivre à long terme, il va falloir du matériel qui soit qualitatif. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs couteaux, c'est vrai que j'ai une pelle, mais j'ai envie de vous voir, je ne sais pas, au bout de 2 mois, devoir avec un couteau qui est plus ou moins amoché, essayer de construire un pieu de manière à faire des trous dans la terre. Il ne faut pas rêver, ça c'est bien. Ouais, sur une période d'une semaine, on peut s'amuser comme ça, à couper du bois, à faire des pioches, du machin. Mais bon, vous avez besoin d'un matériel de qualité. Si vous perdez un couteau, déjà, ça peut être catastrophique. Si vous avez un matériel qui casse facilement, ça sera la merde, ça sera une catastrophe. Ensuite, moi je trouve que c'est bien d'être équipé, d'avoir plusieurs types de couteaux, de manière à pouvoir adapter le travail différemment. Et ensuite, avoir une pelle, c'est pas exceptionnel. D'ailleurs, vous regardez les militaires, et je veux dire, la plupart dans leur sac, ils ont une pelle. C'est pas extraordinaire d'avoir une pelle pliable. Si les militaires, lorsqu'ils partent en campagne, ont une pelle pliable dans leur sac, il y a bien une raison pour ça. Donc, c'est pas extraordinaire. Pour moi, il est important d'avoir, dans ce cadre-là, un minimum d'équipement qui soit efficace, qui soit adapté et qui soit extrêmement solide. Ce n'est pas avec un petit opinel que vous allez pouvoir survivre très très longtemps, il faut être réaliste. Donc les amis, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut avoir le mental, il faut être capable de gérer ses émotions, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être capable de jeûner longtemps et de maintenir une condition physique qui soit correcte. Il va falloir avoir du bon matériel qui soit solide, qui soit adapté, qui soit fait pour durer dans le temps. Il va falloir se couvrir comme il le faut, avoir des vêtements qui soient qualitatifs, qui soient solides, avoir un système de couchage qui soit également qualitatif et solide, qui puisse vous permettre de faire face à des conditions extrêmement difficiles. Voilà, donc ça c'est la base. Alors pour résumer les amis, le survivalisme c'est pas seulement pour les fanatiques, c'est une pratique prudente et prévoyante pour faire face à diverses situations d'urgence. Ensuite, le survivalisme ne signifie pas vivre dans la peur, c'est plutôt une question de préparation rationnelle et de tranquillité d'esprit. Ensuite, le survivalisme ne consiste pas seulement à stocker de la nourriture
et de l'eau, c'est également une question de compétences pratiques, de premier secours, de navigation et de survie en plein air. Ensuite, l'équipement de survie doit être adapté à chaque individu. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre personne. Et ce, en fonction de sa condition physique, de ses compétences et de ses besoins spécifiques. Le poids de l'équipement est crucial naturellement, mais dans le cas d'une survie à très long terme, il va être difficile de constituer un sac qui fasse seulement 8-10 kg, à mon avis. Maintenant, si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous êtes capable de faire un sac qui fasse que 8-10 kg, qui soit bien adapté à vos besoins, avec du matériel qui soit extrêmement solide, eh bien, je vous tire mon chapeau. Ensuite, les amis, chacun a un plan d'évacuation qui est différent. Il n'existe pas de plan unique pour tous, car les situations d'urgence et les ressources disponibles vont varier. Certains peuvent être paralysés par la peur. Malgré une préparation physique et matérielle, certaines personnes peuvent être mentalement incapables de réagir efficacement en cas d'urgence. Ça, il va falloir également y penser. La visualisation ne garantit pas la préparation. Imaginer une situation d'urgence peut aider à se préparer mentalement, mais rien, et strictement rien, ne remplace une formation et une préparation réelle. L'avenir est incertain, même avec une planification minutieuse, personne ne peut prédire exactement comment une situation d'urgence va se dérouler. Bien les amis, si vous êtes restés jusque là, je vous en remercie. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. C'était pour faire un peu un résumé de tous les commentaires que j'ai eu vis-à-vis de cette série de vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Bye bye, ciao ciao.